Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur IF Prof, la plateforme collaborative de l'Institut français dédiée à tous les professionnels de l'enseignement du français et en français dans le monde. Alors, bienvenue pour ce tout premier webinaire thématique organisé depuis le lancement du nouveau site en septembre dernier. On est donc très contente et content de vous réunir à cette occasion autour de la thématique Créer et innover, la fiche pédagogique et l'intelligence artificielle au service du français langue étrangère et de ses différentes déclinaisons. Alors, ce sont aussi les thématiques de deux des formations qui sont disponibles sur la nouvelle plateforme que nous allons vous présenter tout à l'heure, et deux thématiques qui font également écho donc avec le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient à Paris du 6 au 11 février. Je suis Julie Fournier, chargée d'appui aux communautés d'enseignants à l'Institut français de Paris. Et j'ai l'honneur pour ce webinaire d'être accompagnée de Aurore Jarlan, responsable du pôle langue française et plurilinguisme de l'Institut français, d'Adeline Godel et Bhushan Taplial, cofondateurs de la société Learning Vibes qui coordonne le volet pédagogique du site et qui sont également les concepteurs des modules que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, une ou deux petites indications techniques. Le webinaire est bien enregistré et il sera accessible en rediffusion sur IF Prof et sur la chaîne YouTube Langue française de l'Institut français. Si vous souhaitez nous adresser des questions, vous pouvez utiliser l'espace questions en bas à droite de votre écran. On gardera quelques minutes à la fin de chaque présentation pour y répondre. Et puis en fonction des questions, on pourra aussi apporter quelques réponses directement dans l'onglet de discussion. Voilà. Je laisse sans plus attendre le micro à Aurore Jarlan pour quelques mots d'introduction. Bonjour, bonjour à tous. Merci Julie. En tout cas, merci parce que vous êtes vraiment très nombreux à nous écouter ce matin et surtout, vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. Plus de 1000 inscriptions en moins de 2 jours. Donc vraiment un beau succès. Pour ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire et qui nous regarderont en replay, je voulais aussi vous annoncer que nous sommes en train de regarder la possibilité de monter en capacité le nombre de participants en direct. Donc vraiment, restez attentifs. Donc au vu de ce premier et ce grand succès, cela nous montre aussi que ces thématiques vous intéressent et intéressent fortement la communauté des enseignants. Et cela nous conforte et nous motive à continuer dans ce sens. Donc, comme vous avez pu le remarquer, depuis septembre 2024, depuis la nouvelle mise en ligne de la plateforme, un volet formation vous a été proposé. Et aujourd'hui, vous disposez de 4 cours modules que vous pouvez suivre en auto-formation et à votre rythme. Pour information, ces parcours ont une durée moyenne située entre 2 et 3 heures. Donc l'accompagnement, la formation de la communauté enseignante fait vraiment partie des missions de l'Institut français, comme le sont la promotion et la diffusion de la langue française à l'international. Ce travail autour de l'enseignement et de l'apprentissage du français n'est possible qu'en lien étroit avec le réseau culturel français à l'étranger, les Alliances françaises, les instituts français, mais également avec le réseau de nos attachés de coopération éducative, nos attachés de coopération pour le français, qui œuvrent dans le domaine de la coopération éducative et linguistique. C'est eux qui sont au quotidien, en lien avec vos ministères de l'éducation locaux, vos centres de formation de professeurs, avec les associations des professeurs également, etc. Toute cette communauté éducative qui fait vivre le français à l'international. Donc vraiment déjà un grand merci à eux également pour leur engagement et leur travail au service de la langue française et des cultures francophones. IF-Prof a donc pour objectif de répondre aux besoins des enseignants en matière de ressources pédagogiques, mais également de formation continue des professeurs, qu'ils soient expérimentés ou juniors. Donc cette mission de formation, de valorisation et attractivité du métier de professeur de français est un grand enjeu dans la plupart des pays et nous sommes vraiment heureux de pouvoir y contribuer.
Concernant les 4 modules de formation qui sont disponibles sur la plateforme IF Prof, on en dénombre, donc, comme je viens de le dire, quatre thématiques différentes mais complémentaires. Aujourd'hui est disponible une formation autour de la correction phonétique, un module de découverte autour de la stratégie pour le FLE et qui a été conçu par Phonetics. Une deuxième formation concernant l'approche neurolinguistique et ses premiers pas, des notions essentielles pour l'enseignement du FLE, et ça a été une formation qui a été développée par ANL Formation. Puis les 2 autres formations que voilà, Adeline et Bouchan vont pouvoir mentionner aujourd'hui, la première autour de l'art de la fiche pédagogique et la deuxième autour du potentiel de l'IA en FLE, par où commencer, qui ont effectivement été développé par Learning Vibes. Quelques chiffres, depuis septembre 2024, vous avez été 3600 inscrits à ces formations et plus de 1400 attestations ont été délivrées et aussi nous apprécions voir ces attestations postées sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas effectivement à partager ces petites réussites, ça nous fait très très plaisir de voir ces petits posts, notamment sur LinkedIn. Donc voilà. Pour 2025, bonne nouvelle au vu de ce succès, de ce grand intérêt, nous avons décidé de vous proposer d'autres modules de formation, au moins 2, peut-être plus, nous espérons. Donc montrez-nous aussi que cela vous intéresse et nous essaierons de vous en proposer d'autres. Donc voilà, je laisse maintenant le micro à Adeline et Bouchan pour vraiment rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous parler des 2 modules sur le potentiel de l'IA et de la création des fiches pédagogiques. Encore merci à tous et bon webinaire. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je vais ouvrir le bal avec la présentation de la première formation. Hop, voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est le cas. Alors, donc, l'objectif de ce webinaire, ce premier volet, c'est d'abord de vous présenter la première formation donc, sur l'IA en classe de FLE. Donc, ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore suivi cette formation. Ensuite, pour des personnes qui sont en train de suivre la formation ou qui l'ont déjà suivie, je vais proposer donc quelques pistes et idées complémentaires pour aller plus loin. Je vais aussi répondre à quelques questions qui ont été posées via des formulaires, mais aussi sur les réseaux sociaux sur cette formation. Alors, quelques points clés de la formation avant de commencer. Donc, cette formation a le mérite d'être la toute première formation asynchrone sur l'IA et entièrement dédiée aux enseignants de FLE. Donc, elle a été lancée en septembre 2024 et elle compte aujourd'hui 1680 inscrits. C'est une formation d'initiation à l'IA et elle est vraiment centrée sur les pratiques pédagogiques. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, normalement, vous êtes capable de mieux comprendre les enjeux de l'IA en classe de FLE, mais aussi élaborer vos premiers prompts, créer les premiers exercices et des quiz avec l'IA, créer des supports de formation avec l'IA et aussi, par exemple, évaluer les productions écrites avec les apprenants. Alors, l'objectif de la formation, bien sûr, c'est de découvrir, si vous voulez, les principes fondamentaux et les applications innovantes de l'IA, tout en développant, bien sûr, progressivement, une expertise pratique et un regard critique afin de garantir une utilisation responsable et éthique de l'IA. Cette formation s'adresse aux enseignants et futurs enseignants, qu'ils soient débutants ou expérimentés, mais aussi à tout professionnel qui s'intéresse à l'enseignement apprentissage du FLE avec l'IA. Elle s'adresse aussi, si vous voulez, aux formateurs, mais aussi aux concepteurs de matériel pédagogique, les personnes qui didactisent, par exemple, les documents authentiques, mais aussi aux responsables de programmes éducatifs.
Alors, cette formation, comment elle est structurée et comment on y accède? Alors, tout d'abord, je vais peut-être vous parler de la manière dont il faut accéder à ces formations. Alors, pour cela, on va aller directement sur Internet et ensuite, alors, voilà. Donc, je vais taper ifprof.org. Donc, vous voyez, il faut aller donc effectivement sur la plateforme ifprof.org pour y accéder. Vous avez ici donc la rubrique formation, là ou là. Donc, en cliquant dessus, vous accédez directement à la page dédiée aux formations. Et il suffit tout simplement de cliquer ici sur s'inscrire à la formation pour y accéder. C'est aussi simple que ça en fait. Vous voyez? Donc, on peut s'inscrire aussi à plusieurs formations à la fois. Alors, je reviens du coup sur ma présentation. Voilà. Alors, donc, pour parler de la formation sur l'IA, comment elle est structurée? En fait, vous avez 5 parties dans cette formation et il faut estimer à peu près 3 heures d'investissement pour compléter la formation. Donc, la première partie est dédiée, si vous voulez, à vraiment avoir un vue d'ensemble sur l'IA, en fait, de manière générale, l'omniprésence de l'IA dans notre vie au quotidien, mais aussi comment l'IA est utilisée dans le domaine de l'éducation. Donc, on commence doucement, voilà, avant d'arriver sur la partie 2, où on va parler vraiment de l'intelligence artificielle générative. Donc, on va parler du prompt engineering, la manière de faire de bons prompts. Et ensuite, dans la partie 3, on va parler vraiment de la manière dont les enseignants peuvent utiliser les IAG pour élaborer un cours, pour corriger les copies des apprenants. La partie 4 est dédiée aux apprenants, comme eux, de leur côté, ils peuvent utiliser les intelligences artificielles génératives. Et on finit la formation avec les défis actuels et futurs auxquels nous sommes confrontés avec l'arrivée des IA. Dans chaque partie, vous allez trouver des vidéos explicatives où en fait les formateurs sont filmés. Vous avez aussi accès aux transcriptions et aussi aux quiz. Donc on est plus dans la formation, enfin évaluation formative. Donc on n'est pas noté sur ces quiz-là, si vous voulez. Et à la fin, vous avez également accès à des cytographies et des ressources complémentaires pour aller plus loin. Donc, quand vous avez fini toutes ces parties-là, vous avez accès à un quiz final. Donc, c'est l'évaluation sommative qui vous donne droit à une attestation de réussite si vous avez 70% de bonnes réponses. Et toutes les formations, excusez-moi, sur IFProf suivent à peu près la même architecture. Alors, je vais donc commencer par la première partie, Zoom sur l'IA vue d'ensemble. Et on a déjà repéré quelques questions intéressantes qu'on va aborder tout de suite. Donc, la première question qui a été posée en lien avec cette première partie, elle est là, hein. Faut-il connaître la programmation informatique pour utiliser l'IA? Alors, ça, c'est, je pense, posé par une personne qui n'a pas encore vraiment démarré la formation. Mais pour assurer les personnes qui n'ont pas encore expérimenté l'IA en classe, sachez qu'on n'a pas besoin de connaître la programmation informatique, le code informatique pour utiliser l'IA. Ce qui prime, si vous voulez, quand on parle des IA, c'est vraiment, alors on parle bien sûr de la littératie numérique, bien sûr, mais ce qui prime, c'est la littératie tout court, c'est-à-dire votre aptitude à écrire, formuler les bons prompts. Vous voyez? Donc, ce qui prime, c'est l'écrit. Et ensuite, vous allez ainsi orienter donc l'IA avec vos prompts et l'IA va en retour vous proposer des contenus. Et ce qui va primer à ce moment-là, c'est vraiment la compréhension du texte, compréhension des contenus fournis par l'IA. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans cette dynamique d'aller-retour entre l'homme et la machine. Donc, ce qui prime, c'est l'écrit, savoir lire et savoir écrire avant tout. Il y a une deuxième question qui a été posée, intéressante, où en fait la personne demande si, voilà, il y a beaucoup de jargon, beaucoup de termes techniques propres aux IA qui sont utilisés dans la première partie de la formation.
est-ce que c'est important d'en parler? Donc, je vais répondre à cette question tout de suite dans la diapositive suivante. En fait, si vous voulez, la première partie de la formation, elle s'intéresse vraiment à la compréhension du fonctionnement des IA. Qu'est-ce que ça veut dire une intelligence artificielle? Quelle est la genèse donc des intelligences artificielles? Comment les IA sont conçues? Comment elles évoluent aujourd'hui? Vous voyez? Et évidemment, on parle aussi du coup des concepts qui sont propres au domaine des IA. On parle de l'algorithme, de l'entraînement des IA, de la phase d'affinage, par exemple, de machine learning, de deep learning, des LLM. On parle aussi des biais, des hallucinations. Donc, en fait, tout ça, c'est important de l'aborder dans la formation. Et l'utilisation des IA dans le domaine de l'éducation donne aussi naissance à d'autres concepts, d'autres pratiques. Et on parle aussi donc de l'apprentissage adaptatif, des tuteurs virtuels, des outils d'analyse statistique en temps réel, création de contenu sur mesure et de bien d'autres choses. Donc, tous ces termes-là, vous allez pouvoir, ces concepts, vous allez pouvoir les trouver dans la formation. Alors, pourquoi c'est important d'en parler, même si ça fait, oui, un peu peur? Tout d'abord, pour démystifier l'IA. C'est-à-dire que si on comprend le fonctionnement de quelque chose, on appréhende mieux, si vous voulez, cette chose. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, ça va effectivement beaucoup trop vite. Il y a beaucoup d'outils. Chaque jour, on entend parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée dans tel ou tel outil. Et c'est vrai que ça crée un climat anxiogène par rapport aux IA. Et l'idée, si vous voulez, dans la formation, nous avons, voilà, évidemment, de manière un peu modeste, voulu apporter quelques éléments de réponse, en fait, justement, au fonctionnement des IA. Ça permet aussi de rendre des utilisateurs non avertis avertis. C'est-à-dire que si vous comprenez le fonctionnement des IA génératives, tôt ou tard, vous allez effectivement être confronté au phénomène de l'hallucination. C'est-à-dire que les IA génératives peuvent se tromper, peuvent parfois proposer, véhiculer des informations erronées. À ce moment-là, si on est un utilisateur averti, on va prendre avec des pincettes les informations fournies avec les IA, alors que ce n'est pas le cas forcément avec des utilisateurs non avertis. Donc c'est pour ces raisons-là, si vous voulez, il est important de parler de ces concepts clés propres aux IA. La deuxième partie de la formation se concentre sur l'IA générative. Alors, quand on parle des IA génératives, vous avez effectivement beaucoup de questions sur le prompt engineering. Comment devenir un expert en prompt engineering, par exemple, ou bien quelqu'un effectivement dit créer des prompts bien rédigés prend du temps, c'est chronophage. Alors, je vais essayer d'apporter aussi quelques éléments de réponse à ces questions-là. Donc, la deuxième partie de la formation est effectivement consacrée aux IA génératives. Alors, qu'est-ce que les IA génératives? On utilise tous les jours, beaucoup de personnes l'utilisent. C'est un système d'IA, en fait, qui est capable de créer du nouveau contenu à partir de ces données d'apprentissage. Dans les exemples les plus illustres, on va dire, vous avez ChatGPT, vous avez Claude AI, Google Gemini, Mistral, Copilot. Il y a des IA qui permettent aussi de générer des images. On parle de Adobe Firefly, Bing Image Creator, Midjourney et bien d'autres. Il y a aussi des IA qui permettent de générer des vidéos. Il y a aussi des IA qui permettent de générer de l'audio, de la musique et des chansons. Et donc, la deuxième partie de la formation s'intéresse aussi, si vous voulez, au fonctionnement des IA génératives. Alors, pourquoi on s'intéresse beaucoup au prompt, prompt engineering? Parce qu'en fait, si vous voulez, dans une IA générative, vous avez l'input. C'est ce que vous allez écrire dans l'interface de l'outil. C'est le prompt. Dès que vous avez mis un prompt, ça va déclencher derrière un processus. Voilà. Et ce processus, ensuite, va donner en fait un résultat à la fin, un output, le contenu en fait issu de votre requête initiale. Alors, si jamais le résultat ne correspond pas du tout à vos attentes, vous allez pouvoir affiner davantage le résultat en mettant d'autres prompts. Ça devient un processus itératif. Vous voyez? Et donc, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que nous, on ne maîtrise pas du tout la partie processus. On ne sait pas ce qui se passe en termes de processus informatique au niveau des algorithmes.
Ce qu'on maîtrise, c'est vraiment la partie prompt. Si on sait écrire les bons prompts, évidemment, on aura accès à des résultats optimaux. Alors, excusez-moi, j'ai un chat à gorge. Alors, alors, parlons maintenant de l'ingénierie de prompt. Alors, si on devait résumer de manière très globale l'ingénierie de prompt, le prompt engineering, on peut résumer ça de cette manière-là. Prompt engineering, ça veut dire savoir ce qu'on veut comme contenu, comme résultat, et savoir expliciter ce qu'on veut. Vous voyez? Donc, par exemple, si vous mettez ce prompt-là, créer un dialogue entre un serveur et un client pour un niveau A2 sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude AI, par exemple, vous allez avoir effectivement des résultats. Si vous mettez ce deuxième prompt aussi, vous allez avoir des résultats. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces prompts-là ne sont pas bien rédigés. Vous voyez, il manque pas mal de détails. Alors, les outils IA sont programmés pour vous apporter des éléments de réponse. Et parfois, on peut imaginer que les réponses apportées sont correctes, mais il convient tout de même d'apporter tous les détails nécessaires, toutes les précisions nécessaires pour arriver à des résultats intéressants. Donc, vous voyez, au lieu de mettre des prompts de cette manière-là, des prompts qui ne sont pas bien écrits, on va plutôt utiliser, vous voyez, un prompt comme celui-ci pour avoir des résultats intéressants. Donc, dans ce prompt-là, on demande à peu près la même chose, mais de manière beaucoup plus détaillée. Ici, vous voyez, on parle, donc on demande, on explicite la tâche finale et le type de contenu qu'on souhaite, en l'occurrence un dialogue en français. Le contexte, ça se passe dans un café. Et puis, vous avez aussi les actes de parole qu'on a spécifiés. C'est-à-dire, on commence par des salutations formelles, on commande un café et un croissant, on demande l'addition et ensuite, on se dit au revoir. Et ensuite, au niveau linguistique, il faut aussi préciser donc effectivement le niveau des apprenants, dans l'occurrence le niveau A2 du COCRL. Et ensuite, il faut aussi préciser la longueur, la structure attendue et le format. Dans notre cas, on demande 8 à 10 répliques au total. Et à la fin, si on le souhaite, on peut aussi demander du contenu complémentaire. Ici, on demande 5 questions QCM de compréhension sur le dialogue. Vous voyez? Alors, ce qui est aussi conseillé, c'est d'ajouter des exemples. Alors, si vous avez des exemples semblables, vous pouvez aussi, avec le prompt, vous voyez, ajouter vos dialogues et ainsi avoir de bien meilleurs résultats. Parfois, dans certains cas, on peut aussi donner un rôle à l'IA. On va lui dire, par exemple, agis comme, ou bien tu es un expert dans la conception de matériel pédagogique pour l'enseignement du FLE. Vous voyez? Et quand on donne le rôle à l'IA, on peut aussi avoir parfois de meilleurs résultats. Alors, par rapport à la question qui a été posée, c'est-à-dire, oui, c'est compliqué de faire un prompt. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors, imaginez que vous avez formulé un premier prompt, une première ébauche. Vous pouvez publier ce prompt directement dans l'interface de l'outil et ensuite poser la question à l'outil, en fait. Est-ce que tu peux vérifier si mon prompt est suffisamment clair et détaillé? Vous voyez? Et si vous posez donc cette question, l'outil va vous dire si vraiment il manque des détails importants. Ça vous permet à vous de compléter votre prompt. Vous voyez? Deuxième astuce, alors imaginez que là, vous n'avez pas beaucoup d'idées de comment formuler un prompt. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment exposer votre problème tel quel à l'outil IA. Vous dites par exemple, je dois créer un dialogue en français entre un client et un serveur dans un café pour mes apprenants de niveau A2. De quelles informations ou précisions as-tu besoin pour me le créer? Vous voyez? Et à ce moment-là, vous allez entrer en dialogue avec l'IA et vous allez pouvoir ainsi co-créer le prompt et le contenu avec l'IA. Et c'est exactement ce qui est conseillé par Ethan Mollick, un monsieur connu qui publie beaucoup de choses d'ailleurs sur l'IA dans le domaine de l'éducation et qui a d'ailleurs écrit ce super livre qui s'appelle Co-Intelligence, Living and Working with AI. D'accord? Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, au lieu de chercher à faire des prompts parfaits, ce qui est intéressant,
c'est de interagir, voilà, avec l'IA pour collaborer et co-construire du contenu avec l'IA. Vous voyez? Et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment pour vous dire qu'on n'a pas besoin forcément d'emblée d'avoir des prompts qui font 3 paragraphes. On peut vraiment commencer à poser des questions et ainsi progressivement arriver à un contenu beaucoup plus intéressant avec l'IA. Alors, la troisième partie donc, de la formation est consacrée au IAG pour les enseignants. Et il y a une question qui a été posée, intéressante. Est-ce que, voilà, évaluer une production écrite avec l'IA, est-ce que c'est vraiment efficace? Donc, je vais aussi essayer de répondre à cette question. Alors, donc, la troisième partie, effectivement, de la formation, pour les personnes qui l'ont suivie, on part sur des études de cas, en fait, et on montre, en fait, comment on peut créer des supports d'apprentissage avec les IA, comment on peut concevoir des exercices et activités avec l'IA, comment on peut créer un plan de cours ou vraiment préparer un cours avec l'IA. Et la dernière partie, c'est vraiment comment on évalue une production écrite avec l'IA. Donc, vous allez pouvoir trouver, si vous voulez, tout ce contenu-là dans la formation, mais je vais tout de même ajouter quelques précisions euh, sur ces aspects. Alors, voyez-vous, une fois qu'on a appris à créer, imaginons des dialogues, par exemple, avec les IA ou bien des petites annonces, enfin, tout un tas de choses avec les IA, l'idée, en fait, c'est d'aller un peu plus loin. Et on peut jouer sur la créativité, en fait, par exemple. Tout ce qui est création graphique. Vous voyez? Par exemple, dans la formation, dans la première sous-partie, donc créer des supports d'apprentissage, on travaille sur les avis clients pour un hôtel 5 étoiles. Vous voyez? Donc, quand vous générez ça avec les IAG, vous allez avoir du texte, en fait, du texte brut. L'idée, c'est de faire un peu de mise en forme de manière un peu créative pour aussi rendre les supports plus attrayants. Vous voyez? Donc, par exemple, regardez, lors d'une formation, on a utilisé donc Canva pour créer justement ce support qui est beaucoup plus, on va dire, attrayant, beaucoup plus sympa que juste de texte brut. Donc, il ne faut pas hésiter, une fois que vous avez du texte brut, à utiliser tous ces outils-là, comme Canva Magic Studio, qui est incroyable, Adobe Express ou encore PowerPoint, pour rendre les choses beaucoup plus accessibles pour les apprenants. Alors, par rapport aux exercices et activités, alors vous allez vous découvrir tout ça dans la formation, mais en fait, il ne faut pas se limiter uniquement au QCM, en fait. Vous voyez, avec les IA, on peut vraiment développer, créer toute une panoplie, en fait, d'outils, d'exercices et d'activités. Par exemple, des textes à trous, des vrais-faux, des exercices d'appariement, de classement, des questions ouvertes, des mots croisés, des vrais-faux, enfin, tout un tas d'outils, tout un tas de possibilités d'exercices. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment en fait en fonction de l'outil que vous utilisez. Si vous êtes sur Kahoot, vous pouvez préciser que vous devez créer des exercices pour Kahoot. Eh ben, l'outil va vous générer des contenus adaptés à votre outil numérique. Et c'est valable aussi, même si vous avez une plateforme comme Moodle. Vous voyez? Alors, juste pour prendre un exemple, nous, par exemple, quand on a créé l'escape game Notre-Dame, vous voyez, on a utilisé donc ChatGPT pour créer des typologies d'activités qui n'existent pas nativement dans Genially. Donc tout ce qui est glissé-déposé, par exemple, ça a été créé avec le code JavaScript qu'on a généré avec ChatGPT. Vous voyez, donc on parlait vraiment très loin avec ces outils. Dans la formation, on vous parle aussi de comment créer un plan de cours. Alors, on cite ces deux outils-là. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez aussi les tester. On parle de Diffit et de Shemly. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées dans ces outils-là. Par exemple, avec ces outils, il suffit tout simplement d'ajouter un lien vers une vidéo YouTube. Vous pouvez aussi téléverser un PDF, par exemple, ou bien vous pouvez tout simplement ajouter le nom d'une thématique, le réchauffement climatique, par exemple, et ces outils-là, en quelques secondes, vont pouvoir vous donner le déroulé d'un cours. Alors, évidemment que votre expertise reste primordiale. Ces outils peuvent vous proposer tout un tas de pistes, mais c'est vous qui relisez, c'est vous qui les validez, ces pistes-là, et parce que c'est vous qui allez utiliser ces contenus-là en classe. Vous voyez? Donc, l'expertise dans l'enseignant reste primordiale, quoi qu'on dise.
Alors, parlons maintenant de la production, l'évaluation dans la production écrite. Alors, ce qui est conseillé, alors on va prendre un exemple, si vous voulez, rapide, de la rédaction d'une petite annonce pour la location d'un appartement pour le niveau A2. Donc, imaginez que nos apprenants, ils ont écrit des petites annonces. Alors, comment évaluer ça avec les outils IA? Ce qui est fortement recommandé, c'est déjà d'avoir une grille critériée. Et s'il n'y a pas de grille, et si on n'oriente pas l'IA, l'IA va aller dans tous les sens. Voyez. Donc, il faut que vous ayez une grille critériée. Quels aspects de cette production écrite vous allez évaluer? Voyez, il faut que ce soit clair pour vous, en fait, avant tout, et ensuite pour l'outil IA. Si vous n'avez pas de grille euh, à votre disposition, vous pouvez co-créer, vous voyez, on parle de Ethan Malik encore, vous pouvez co-créer une grille avec l'IA. Vous pouvez dire, par exemple, j'ai demandé à mes apprenants de niveau A2 d'écrire une petite annonce pour la location d'un appartement. Peux-tu m'aider à créer une grille d'évaluation? Vous voyez, vous pouvez même demander à l'IA de créer un système de notation pour cette production écrite. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose, donc, avoir absolument une grille critériée. Et ensuite, pour l'évaluation, vous avez deux manières de faire. Approche 1, donc vous prenez, donc vous copiez-collez donc, la production écrite des apprenants, vous évaluez vous-même comme vous faites d'habitude, avec des annotations sur les copies. Vous pouvez donc ensuite copier-coller donc, la production écrite de l'apprenant dans l'outil IA et ensuite faire une mise en commun. Regardez ce que vous avez évalué, comment vous avez évalué, et ensuite vous comparez avec comment l'IA a évalué. Vous voyez? Et ensuite, ce que l'apprenant va recevoir, c'est une synthèse de votre évaluation et l'évaluation de l'IA. Donc, qualitativement parlant, il y aura quelque chose d'intéressant pour les apprenants. La deuxième approche, c'est pour les productions écrites, on va dire ponctuelles. Vous voyez? L'IA, donc vous évaluez pas pour commencer, vous faites évaluer donc la production écrite par l'IA dans un premier temps, et ensuite vous repassez dessus. Vous regardez en fait tout ce que l'IA a évalué et vous ajoutez des choses que l'IA aurait éventuellement oubliées, ou bien des choses sur lesquelles l'IA se serait trompée. Vous voyez? Et comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez toujours une double validation de votre part, mais aussi de la part de l'IA pour avoir des évaluations qualitatives pour vos apprenants. Alors, la quatrième partie de la formation est consacrée aux apprenants. Et la question qui arrive et qu'on voit partout d'ailleurs, c'est comment vérifier si les apprenants utilisent une IA pour rédiger leur texte. Alors, donc, dans cette quatrième partie, hein, le contenu, il est juste ici. Donc, on peut demander aux apprenants d'utiliser les outils IA comme un laboratoire de langue, par exemple, comme un dictionnaire multilingue, traducteur. On peut aussi simuler des conversations avec les outils IA, à l'écrit, mais aussi à l'oral. Vous avez aussi donc des idées sur comment on peut utiliser l'IA comme une aide à la production écrite. Et à la fin, on termine avec un exemple précis de l'utilisation de l'IA pour réaliser un projet pédagogique. Alors, concentrons-nous sur la partie production écrite parce que ça suscitait beaucoup de questions. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut interdire l'utilisation de l'IA en fait? Alors, en classe, oui, on peut le faire, bien sûr, mais on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à la maison. Les apprenants peuvent toujours, par exemple, pour la production écrite, utiliser l'IA et venir en classe avec une production écrite impeccable. Est-ce qu'il faut utiliser les détecteurs de plagiat? Alors, le problème, c'est qu'en fait, d'après les dernières études, les détecteurs de plagiat ne fonctionnent pas bien avec les contenus générés par les IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque prompt, si vous voulez, donne naissance à un contenu unique. Donc, c'est compliqué de comparer, en fait, vous voyez, l'existant et ce que l'apprenant va venir avec en classe. Il ne faut pas non plus sous-estimer la créativité des apprenants. On voit aussi que les apprenants utilisent déjà, ils sont intelligents, des outils comme Killbot pour paraphraser, pour reformuler leur texte, pour justement brouiller les pistes.
Donc la question à se poser, ce n'est pas tellement est-ce qu'il faut interdire ou pas interdire l'utilisation des IA. D'ailleurs, est-ce que vraiment c'est si important que ça en fait? C'est-à-dire, est-ce que savoir que l'apprendre à utiliser l'IA, est-ce que c'est important? La réponse est non en fait, parce qu'on serait dans une logique de sanction et ce n'est pas une approche très productive. Ce qu'on pourrait faire, parce que de toute façon, on ne peut pas s'en passer, c'est qu'en fait, dans un premier temps, il faut sensibiliser les apprenants aux IA. Il faut présenter les outils en classe. Il faut entamer des discussions sur les IA en classe. Il faut montrer des exemples concrets d'utilisation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut aussi penser à créer une charte d'utilisation, en fait, avec les apprenants, bien sûr, avec leur accord. Quand est-ce qu'il faut utiliser l'IA? Dans quelle situation? Et comment l'utiliser? Vous voyez, on peut penser à des posters qu'on peut créer sur Canva, imprimer et les coller, par exemple, en classe. Vous avez aussi la possibilité de apprendre aux apprenants de rédiger des prompts, et pas qu'en français. C'est-à-dire que pour les petits niveaux, les apprenants peuvent aussi avoir recours à leur langue maternelle, par exemple, pour travailler en français. Vous voyez? Donc, 3 points. Et quatrième point, il faut progressivement intégrer les outils IA dans les activités pédagogiques. C'est comme ça qu'on va vraiment désacraliser les IA et pouvoir les utiliser de manière correcte en classe. Alors, alors, je vais prendre cet exemple qui vient directement de la formation. Donc, dans cet exemple, en fait, on demande aux apprenants du niveau C1 d'écrire une lettre ouverte. D'accord? Donc, il s'agit de donner leur avis sur la généralisation du télétravail pour les salariés, expliquer donc les avantages et les inconvénients de cette pratique, et aussi imaginer donc les implications à long terme de cette évaluation sur la culture d'entreprise et l'organisation du travail. Alors, imaginez que je suis enseignant, je donne cette consigne aux apprenants. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il se peut que les apprenants copient-collent, vous voyez, la consigne telle qu'elle directement dans un outil, ChatGPT, Google Gemini, enfin, Claude AI, Mistral et bien d'autres, et qu'après, en fait, ils viennent avec cette production en classe. Et on sera confronté au même problème que d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait avec ces productions rédigées, co-rédigées avec les IA? Donc, ce qu'on peut faire, une des pistes, en fait, qui est explicitée d'ailleurs dans la formation, c'est qu'en fait, il faut reimaginer votre activité. C'est-à-dire, vous allez diviser en fait l'activité de la production écrite en plusieurs étapes. D'accord? Vous allez d'emblée dire aux apprenants, par exemple, que chaque étape sera notée. Et en faisant ça, vous allez décentrer voilà, l'objectif qui est la rédiger en fait de la lettre à la fin. En fait, vous allez décentrer les apprenants dans la production finale et on va s'intéresser davantage aux écrits intermédiaires. Donc ici, dans cet exemple, vous voyez, on va commencer par analyser la consigne, le premier brainstorming, consultation de l'IA, organisation des arguments, rédaction du premier jet, soumission à l'IA pour suggestion d'amélioration, et puis à la fin, la phase de la réécriture. Pour chacune de ces étapes-là, vous allez déterminer à l'avance si les apprenants auront auront la possibilité ou pas d'utiliser l'IA. Vous voyez, donc comme ça, on voit que dans l'étape 3, ils peuvent utiliser l'IA et dans la partie ici, soumission, donc pour générer, enfin avoir des suggestions d'amélioration, ils peuvent aussi utiliser l'IA dans cette partie-là. Vous pouvez ensuite fixer les modalités. Où est-ce qu'ils travaillent, comment ils travaillent, en classe, à la maison, en binôme, en petits groupes, et vous allez aussi pouvoir déterminer en fait quel type d'outils ils vont utiliser. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, pour la première étape, par exemple ici, analyse de la consigne, cette étape va se faire sans l'utilisation de l'IA en classe, par exemple de manière individuelle. L'apprenant va déterminer quel type de texte il va écrire, qui est le destinataire, quel est le sujet principal, quels avantages, inconvénients du télétravail, quels conflits potentiels et les implications à long terme. Dans un deuxième étape, les apprenants peuvent faire un brainstorming en petits groupes, en classe par exemple,
pour générer les premières idées. Vous voyez, les avantages et les inconvénients du télétravail, par exemple. Ça peut se faire évidemment sur, si vous voulez utiliser des cartes mentales ou tout simplement une feuille en classe, c'est possible, hein. Vous pouvez varier comme vous voulez les supports. Une fois qu'ils ont donc ces premières idées-là, ils peuvent donc à la maison, par exemple, soumettre les idées à l'IA pour dire, voilà, j'ai écrit, voici mes arguments en faveur du télétravail et voici quelques points concernant les inconvénients. Qu'est-ce que tu en penses? Et à ce moment-là, l'IA, effectivement, peut générer aussi de nouvelles idées pour soutenir leurs arguments. Dans l'étape 4, avec donc les idées des IA, ce que les apprenants peuvent faire aussi, c'est organiser donc leurs idées, les idées principales, les idées secondaires, et ensuite faire un premier jet, rédiger un premier jet. Ça peut se faire en classe, par exemple, comme ça vous savez comment ils ont rédigé, vous pouvez garder même une trace de leur copie, d'accord? Et ensuite, soit vous faites donc une correction par les pairs, donc les apprenants lisent leur texte entre eux, ils corrigent entre eux, ou bien on peut même demander aux apprenants à la maison en fait de soumettre leur premier jet à l'IA et ensuite demander des idées, des pistes d'amélioration. Et à la fin, le travail de la réécriture finale peut se faire en classe. Donc ça, c'est juste une manière de faire, bien sûr, en fonction de vos attentes, du temps que vous souhaitez accorder à ces étapes-là. Vous pouvez varier les choses. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, voilà, il y a d'autres manières d'utiliser l'IA de manière beaucoup plus constructive. Dans la formation qui est disponible sur IFPROF, chaque étape est détaillée de manière voilà, beaucoup plus élaborée. Alors, donc pour finir, on va parler des défis actuels et futurs des IA. Alors, je vais poser une question. Regardez, vous avez devant vous deux images, image A et image B. Ces personnages illustres et célèbres, vous le connaissez déjà. Selon vous, laquelle de ces deux images a été créée par une IA? Donc, vous pouvez ajouter juste A ou B dans le chat. Vous avez 10 secondes. Allons-y. Alors, A, B. Non, A a été, d'accord. Les deux, d'accord, d'accord. OK, parfait. Alors, vous êtes tombé dans le piège. Alors, beaucoup de personnes ont deviné juste, hein. En fait, les deux images ont été générées par l'IA, en l'occurrence par Midjourney. C'est un outil qui permet de vraiment créer des images de ce type-là, très réalistes. Évidemment, la photographie n'existait pas à l'époque de Vinci et Victor Hugo n'a jamais utilisé un iPhone. Vous voyez? Et donc, le problème aujourd'hui, c'est en fait vraiment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Tant que ça reste créatif, humoristique, c'est bien. Mais il y a aussi des dérives, avec parfois des conséquences dramatiques. Vous voyez, vous avez par exemple aujourd'hui la possibilité de créer des deepfakes, superposer votre voix et le visage de quelqu'un sur les apparences physiques de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a des questions aussi, des cas de harcèlement scolaire en lien avec les images qui ont été créées, vous voyez, avec les IA génératives. Et ça ne prend que quelques secondes, en fait, pour créer tout ça. C'est tellement accessible et vraiment, c'est hallucinant, en fait, hein. En quelques minutes, on peut créer un deepfake de manière très simple. Donc, le problème, c'est que, vous voyez, on a parlé de la partie pédagogique, on a dit qu'on pouvait créer des exercices, corriger les productions écrites, mais il ne faut pas oublier que vous avez aussi ce côté-là obscur, entre guillemets, des IA, en fait. Et il faut aussi, du coup, traiter voilà, ces problèmes-là avec vos apprenants. Alors, les outils IA, ils se dédouanent. C'est-à-dire qu'en bas de chaque, vous voyez, zone où on met le prompt, c'est marqué que, attention, il faut vérifier, les outils peuvent se tromper. Là, vous avez les captures d'écran de ChatGPT, de Gemini, de Claude AI. Le problème, c'est qu'en fait, dans le feu de l'action, en fait, on ne se rend pas compte, en fait. Vous voyez? Et donc, il faut faire attention. Et à ce moment-là, je vais proposer quelques pistes ici par rapport aux problèmes liés à tout ce qui est hallucination, le phénomène de l'hallucination. Pour régler ce problème-là,
Alors, attention, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'a pas une certitude à 100% que l'IA nous donnerait toujours des informations à 100% correctes. D'accord? Donc, pour éviter ce problème-là, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à écrire de bons prompts. Donc, tout ce qui est prompt engineering. Un prompt bien écrit laissera peu de place à l'hallucination, pardon, et vous donnera en fait des résultats beaucoup plus intéressants. Quoi qu'il arrive, tout ce qui sort donc des outils, il faut vérifier. Il faut vérifier absolument, en fait, hein. Donc, d'où votre expertise, elle est très importante. Tout ce qui est données scientifiques, des chiffres, des faits historiques, culturels. Et par rapport à nous, en FLE, par exemple, il faut vérifier aussi si tel ou tel document qui a été produit par l'IA correspond bien au niveau du CECRL. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Pour les apprenants, ce qu'on peut faire, une des activités, c'est qu'en fait, on peut leur proposer justement un texte qui contient des informations erronées. Et ensuite, on peut leur proposer, par exemple, un défi. On leur dit, bah, écoutez, vous avez 1 heure, allez sur Internet et repérez dans ce texte toutes les erreurs, des informations erronées ou trompeuses. D'accord? Et du coup, on leur apprend aussi ainsi d'aller vérifier des informations auprès de sources fiables. Par rapport au biais, donc évidemment, il y a des textes, il y a parfois du contenu généré par les IA qui peuvent contenir des stéréotypes, des préjugés sexistes, par exemple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment travailler en classe, justement, pour déconstruire ces billets-là, en fait. Donc, vous allez pouvoir trouver sur Internet, si vous tapez, par exemple, préjugés sexistes IA, vous allez pouvoir trouver quelques textes qui montrent qu'effectivement, il y a ces préjugés, en fait, qui peuvent être véhiculés par les IA. L'idée, c'est de les utiliser comme document support en classe pour pouvoir travailler avec les apprenants, mettre en place des projets pédagogiques, afin de pouvoir déconstruire ces biais. Dernier point, c'est vraiment lié à la protection des données personnelles. Alors, les IA, vous l'avez compris, se nourrissent de nos données, en fait. Tout ce qu'on met dedans, ils s'entraînent et puis ça fonctionne comme ça, en fait. C'est pour ça qu'on les appelle de véritables aspirateurs de données. Alors, quand on est un utilisateur averti, c'est bien, on sait ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre dans les outils IA, mais par rapport aux apprenants, par exemple, il faut vraiment les sensibiliser au type d'informations qu'ils doivent fournir ou pas dans les outils IA. Vous pouvez, par exemple, prendre des documents authentiques. Il y a beaucoup de choses sur TV5 Monde, RFI, par exemple. Vous pouvez prendre des documents supports qui parlent justement des dangers liés à la protection des données personnelles et ensuite réaliser des activités pédagogiques en classe. Vous pouvez aussi créer des affiches, des projets pédagogiques pour sensibiliser les apprenants justement aux dangers liés à tout ce qui est protection de données personnelles. Alors, j'ai fait vite. Alors, voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire par rapport à cette formation, par rapport aux IA, c'est qu'en fait, bien sûr, il faut profiter pleinement du potentiel aujourd'hui offert par les IA pour les apprenants et pour les enseignants. Il faut aussi faire des expérimentations. Vous voyez que quasiment tous les jours, il y a un nouvel outil IA qui arrive. Donc, si vous avez du temps, expérimentez ces outils-là et pensez surtout à leur valeur et à leur plus-value pédagogique. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on soit ébahi, vous voyez, par tout ce qui sort sur les réseaux sociaux. Il y a des images très jolies, des vidéos très réalistes créées par les IA. L'objectif, en fait, c'est de penser à la plus-value, en fait. C'est-à-dire que si un apprenant réalise une vidéo avec l'IA, quelle est la plus-value pédagogique de cette activité? Est-ce que l'apprenant a pratiqué le français? Vous voyez? Donc, voilà, ne soyons pas, comment dirais-je, trompés par le côté waouh de ces outils. Pensons vraiment à la plus-value pédagogique. Il faut rester vigilant, on l'a vu, on a parlé de deepfake, des informations erronées. Il faut tout le temps avoir comme une ampoule allumée dans la tête. Il faut rester vigilant face à toutes les informations transmises par les IA. Il faut aussi éviter de créer une dépendance excessive aux IA, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser au bon dosage. Vous voyez, on a vu dans l'exemple de la production écrite avec les IA qu'on peut doser, intégrer voilà, ponctuellement l'IA dans une activité
pédagogiques. Alors, je prends l'exemple dans la formation, mais imaginez que demain, les apprenants rédigent leur production écrite avec l'IA, 100% par l'IA, et que les enseignants demain évaluent les productions écrites, donc ces productions écrites rédigées par l'IA, par une IA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça exclut toute dimension humaine. Et c'est ça le danger, en fait. Les IA écrivent, les IA s'évaluent entre elles, et nous, on est là, spectateurs. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter, vous voyez, avant toute chose. Alors, il faut aussi suivre, donc il faut savoir faire de la veille aussi sur Internet, sur LinkedIn, vous avez d'autres outils sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des groupes qui ont été créés, par exemple. Il faut vraiment suivre l'évolution des technologies IA. Quels outils sont arrivés? On parle en ce moment beaucoup de DeepSeek, vous voyez, l'IA chinoise, on parle de Qwen, une autre IA d'Alibaba, par exemple. Et donc, l'idée aussi, c'est de les expérimenter, voir comment ces technologies-là évoluent. Et pour terminer, donc, pour aller plus loin, pour des personnes qui ont déjà suivi cette formation, je vais vous mettre ces deux liens-là, en fait, hein, dans le chat tout de suite après. Il y a ce lien-là qui donne accès, en fait, à une quinzaine de guides euh, en lien avec l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'apprentissage, de la formation, et un autre lien qui vient du site Atelier du formateur, qui donne accès à 8 cours gratuits qu'on peut suivre aussi sur l'IA dans le domaine de l'éducation. Alors sur ce, donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la place à Adeline pour la suite et je vais essayer de répondre à des questions que vous avez posées que j'ai peut-être peut-être pas vues dans les médias. Adeline, c'est à toi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais déjà juste une précision avant de prendre le relais. Donc, il y a eu beaucoup de questions de votre part et on vous en remercie dans le chat et dans l'espace questions-réponses. On a essayé d'y répondre au fur et à mesure, mais là, je vois qu'il y a encore énormément de questions qui arrivent. Donc, mon collègue Bouchan va essayer d'y répondre de manière un peu plus personnelle pendant le temps qui reste, pendant que moi je vais faire ma présentation, parce qu'il est évident qu'on n'aura pas le temps de répondre aux questions à l'oral à la fin. On est déjà un petit peu en retard, donc je vais essayer d'aller vite. Voilà. Alors, de mon côté, je vais donc vous présenter le module L'art de la fiche pédagogique, méthodes et pratiques. Alors, tout comme les autres modules, il est disponible donc gratuitement sur IF Prof pour tous les membres sur simple inscription et accessible également en continu. Et on vous propose, comme pour les autres formations, un certificat, une attestation de réussite à la fin. Je vais donc vous parler un petit peu du contenu de ce module, donc de manière un peu rapide. Alors, pourquoi un module sur la fiche pédagogique? Alors, on peut effectivement se poser la question parce qu'aujourd'hui, et c'est le cas dans IF Prof dans la version actuelle, vous avez énormément de matériel pédagogique clé en main qui vous aide dans votre quotidien de professeur, tout simplement parce que on n'a pas forcément le temps toujours de construire tous ces cours. On manque parfois d'idées, on veut faire des choses un peu plus créatives. Donc, vous avez accès à toute une panoplie. Effectivement, il y a beaucoup de sites, beaucoup de maisons d'édition également qui vous proposent ce genre de choses. Donc, on peut se demander évidemment pourquoi, du coup, je vais essayer, moi, de construire du matériel et pourquoi je vais le partager. Alors, il faut savoir que tout ce que vous avez à disposition est de qualité évidemment assez hétérogène et que les contextes d'enseignement sont bien sûr très différents d'un pays à l'autre, d'un établissement à l'autre. Et puis, on n'a pas tous non plus et toutes la même formation initiale quand on devient enseignant. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous semblait important de proposer un petit retour aux fondamentaux. C'est-à-dire, oui, je vais utiliser les fiches des autres, mais je vais être en capacité déjà d'avoir une approche critique. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir cette approche-là et de pouvoir, du coup, être en capacité d'adapter ce matériel à mon contexte. Créer une fiche, c'est aussi valoriser une expertise.
c'est vrai qu'on n'est pas tous en capacité, pareil, de construire son propre matériel et peut-être encore moins de le formaliser sous forme de fiche. Ça vient avec le temps, avec l'expérience. Et c'est vrai que c'est aussi valoriser son expertise que de montrer son travail à travers la conception d'une fiche. Et donc, comme ce travail il peut être partagé, bien sûr, c'est aussi contribuer à une communauté. Alors, c'est vrai que sur IFProf, c'est vraiment le point central, hein. Vous avez un espace communauté qui est là pour ça. Donc, vous pouvez tout à fait publier à chaque fois votre travail. Et puis, vous savez aussi qu'il y a un espace ressources. Donc, quand vous en faites la demande, on peut les labelliser vos fiches si elles répondent à certains critères qualitatifs. Donc voilà, et on ne peut que vous encourager à le faire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans ce module? Alors, des rappels, et j'insiste bien sur le mot rappel, de principes méthodologiques pour la conception d'une séquence. Euh, Évidemment, le module, il est relativement court, hein, on est entre 2 et 3 heures, et donc il n'a pas la prétention, évidemment, de reprendre toute la partie dédiée à la conception d'une séquence, puisqu'on part effectivement de la sélection de documents authentiques ou pas, et ensuite de la partie réellement didactisation. Donc là, on fait des rappels sur ce qui nous semble évidemment important, l'analyse des besoins du public, les objectifs d'une séquence, le choix des activités et bien sûr la formulation des consignes. On va reprendre donc toutes ces étapes clés en termes de planification. En termes de planification, de mise en œuvre et d'amélioration. Ah, attendez, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Non. Bon, j'ai un petit bug sur mon affichage. Et puis, on va surtout faire un focus sur la structuration de la fiche, c'est-à-dire comment on va organiser tous ces éléments. Vous allez retrouver aussi des conseils pratiques pour la mise en forme. Et puis, pour faire directement le lien avec ce que mon collègue Bouchan vient de vous présenter, la troisième partie est dédiée à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative qui vont vous permettre d'optimiser le travail, mais pas de faire le travail à votre place. Alors, le petit plus, effectivement, de ce module, c'est que vous allez retrouver des vidéos tutoriels. Il y en a 3 pour vraiment exemplifier tout ce qui est dit et montré dans les vidéos plutôt méthodologiques. Alors, vous avez posé un certain nombre de questions via le formulaire que nous avions envoyé au préalable. Alors, je vais y répondre de manière un peu succincte, mais la raison, elle est assez simple, c'est parce qu'en fait, tout ça est vraiment tourné autour de la séquence et moins de la fiche en elle-même, mais je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments. Alors, sur la question de la fiche pédagogique, est-elle la même pour un cours en présentiel et à distance? Alors, sur la présentation, il n'y aura pas forcément de grosses différences, mais c'est vrai qu'en présentiel, on va être beaucoup plus flexible, on va pouvoir ajuster en direct. Alors que sur un cours en distanciel, la planification, elle devra être plus détaillée. On va devoir anticiper un plus grand nombre de difficultés, que ce soit technique ou pédagogique. Et donc, dans une fiche qui serait destinée à un cours à distance, on attendra qu'elle soit un peu plus explicite et structurée. C'est-à-dire qu'on prévoit mieux les difficultés qui pourraient se présenter. Sur la notion de public. Alors, c'est vrai que quand on s'adresse là à la deuxième question, elle s'adresse plutôt donc au public, aux enseignants qui enseignent à des publics adolescents. Le conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment sur la mise en page de la fiche apprenant surtout, où on s'attendrait évidemment à peut-être beaucoup plus de couleurs, une structuration plus aérée, des pictogrammes qui permettent un repérage plus rapide. Et donc, par principe, la fiche doit être un peu plus engageante et intuitive. Sur les enseignants qui enseignent dans des contextes peut-être multiculturels. Alors là, de la même manière, hein, ça touche plutôt à la séquence, mais on va évidemment dans la fiche peut-être présenter différentes options pour différencier peut-être l'activité, les étapes d'une activité selon des niveaux, et puis on mettra peut-être un peu plus de références culturelles pour essayer, et dans le cas où la fiche est partagée, pour donner en fait des informations complémentaires que l'on pourrait transmettre aux apprenants. Donc là, on s'attend effectivement qu'il y ait un peu plus d'exemples.
Et pour des publics à besoins spécifiques, là, de la même manière, on s'attendrait à ce que dans la fiche apprenant, on ait une police peut-être plus adaptée, des supports audiovisuels également qui soient sélectionnés en fonction de ce public et de ses difficultés, et donc de présenter dans la fiche peut-être des différenciations et qu'elles puissent être accessibles à tous. Donc là, c'est vraiment une notion presque d'empathie, c'est-à-dire vraiment se mettre à la place d'eux et se dire, voilà, dans telle situation, mes apprenants auront besoin de telle ou telle chose, donc je vais l'indiquer pour moi-même ou pour un collègue pour pouvoir planifier au mieux. Alors, je reviens justement sur cette articulation entre la notion de séquence et l'élaboration d'une fiche qui est vraiment, c'est un lien évidemment évident, puisqu'on ne peut pas formaliser une fiche tant qu'on n'a pas une vision globale de ce qu'on va faire, donc une vision de sa séquence avec les objectifs pédagogiques qui doivent être relativement clairs pour l'enseignant. Puisque la séquence, ça va être le fait d'organiser de manière par étapes, de manière progressive, vos activités de façon à ce que les apprenants aient atteint leurs objectifs à la fin. Donc la fiche, ça va vous permettre bien sûr de pouvoir réfléchir à chaque étape, de le formaliser et d'imaginer une mise en œuvre détaillée. Si vous prévoyez par exemple une fiche enseignant, c'est là évidemment que ça va se passer puisqu'il faudra bien noter de quelle façon on va travailler. Donc on va sélectionner, on va noter tout ce qui est support et les outils qu'on va utiliser. On va pouvoir définir des consignes précises et dans la fiche, on va bien sûr planifier les modalités de travail et anticiper les difficultés. Alors, j'essaie d'aller tout de suite sur voilà, le sujet un peu du webinaire sur les outils IA. Alors, la question qui effectivement est revenue assez souvent, c'est quels sont les principaux défis identifiés par les enseignants dans l'intégration d'outils IA dans leur fiche pédagogique. Alors, il y a peut-être 3 points à retenir, et là, je me fais un peu aussi la répétition de ce que disait mon collègue. L'IA ne peut pas, il n'observe pas de classe, l'IA, il ne peut pas analyser des dynamiques. Donc, il faut bien avoir en tête que le contexte dans lequel vous enseignez, il est propre à vous-même, à vos apprenants. Donc, c'est important de ne pas prendre de manière tout à fait unanime ce que ces outils vont vous donner euh, à travers même vos échanges. Il y aura toujours un esprit critique à avoir. Adopter la démarche itérative, comme vous l'avez proposé mon collègue, plutôt que de demander une fiche complète, et vous pourrez faire le test, hein. Il vaut mieux effectivement lui demander de générer des idées au fur et à mesure et de rectifier, de lui imposer des contraintes. Et là, vous aurez déjà quelque chose qui va mieux vous correspondre. Et ne pas oublier que vous restez l'acteur central. Donc, il y a du tri à faire, il y a de l'analyse, donc vous ne pouvez pas vous passer de connaître les fondamentaux. C'est quelque chose d'important si vous voulez avoir un esprit critique par rapport à ces outils. Alors, de la même manière que mon collègue, j'ai essayé de vous montrer quelques exemples. J'ai pris une fiche labellisée donc, de notre espace ressources. L'exploitation d'une chanson de Nougaro que beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle Tu verras, et qui permet notamment de travailler le futur simple, en tout cas d'intégrer le futur simple dans une séquence de classe. Et donc, comme vous l'a conseillé mon collègue, c'est important de lui donner un rôle. Donc ici, je lui ai bien précisé qu'il était expert dans la conception de matériel pédagogique pour l'enseignement du français langue étrangère et que dans le cadre de la rédaction d'une fiche, je souhaite qu'il vérifie les consignes, si les consignes sont claires et compréhensibles pour des apprenants de niveau A2 en français. Alors, si je lui donne uniquement ce prompt, sa réponse, elle est déjà à peu près satisfaisante, c'est-à-dire que avec en tout cas toutes les données qu'il est en capacité de traiter, il va faire effectivement un travail un peu d'écrémage et il va essayer d'améliorer effectivement la formulation de la consigne. Mais si je suis un peu plus précise et que je lui demande de respecter certains critères, par exemple, d'utiliser des phrases courtes et un vocabulaire adapté au niveau des apprenants, d'énoncer clairement l'action attendue et d'adopter une formulation simple sans métalangage complexe, vous allez voir que le résultat est quand même différent,
puisque là, il a mieux pris en compte le niveau des apprenants, mais on en reparlera tout à l'heure de la problématique des niveaux. Il a simplifié certaines structures. Vous voyez qu'ici, on a complète les paroles avec les mots manquants au lieu de avec les mots qui manquent. Donc, il a bien simplifié en enlevant la proposition relative et il a découpé la consigne en 3 parties au lieu de 2 pour que ce soit beaucoup plus clair pour mes apprenants. Donc, vous voyez qu'avec en lui donnant un maximum de contraintes et en spécifiant des critères, on a des réponses beaucoup plus pertinentes. De la même manière, si je lui demande de rédiger un objectif pédagogique, donc là, j'ai fait pareil, j'ai fait un essai, je lui ai donné un rôle et je lui ai demandé de rédiger tout simplement des objectifs pédagogiques pour une fiche. Eh bien, de manière tout à fait normale, il me propose des objectifs. Donc, vous voyez qu'il a choisi 4 typologies d'objectifs de manière totalement arbitraire puisque je ne lui avais rien demandé au départ. Et puis, j'ai une liste assez conséquente. Et si vous observez bien, il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Le choix des verbes, comme comprendre, comme développer, qui ne sont pas des objectifs mesurables, qui ne sont pas formulés avec des verbes d'action. Vous avez des répétitions et vous vous rendrez compte en fait qu'il a surtout explicité finalement ce qu'on demandait dans les consignes. Et que donc on n'est pas exactement sur les objectifs d'une séquence telle qu'on pourrait l'attendre. Donc, ce que j'ai fait de manière assez rapide, je lui ai demandé aussi de respecter des critères. Donc, j'ai repris les conseils que je vous avais donnés dans mon module. Et puis, je lui ai demandé de formuler de manière explicite, en décrivant clairement ce que l'apprenant devra accomplir à la fin de l'activité, et de privilégier des verbes mesurables et observables, en évitant les termes vagues comme comprendre ou connaître. Et je lui ai donné des exemples de verbes d'action. Et là, on voit tout de suite la différence, puisque ici, on a donc réduit à 5 objectifs principaux. Les verbes d'action sont plutôt bien formulés. Il y a encore un travail à faire de concision, puisque vous voyez qu'il a tendance en fait à répéter quand même ce qu'on attendait des apprenants pour chaque activité, alors qu'on aurait pu effectivement s'attendre à quelque chose de plus court. Donc, je pourrais lui demander encore de raccourcir tout en gardant l'essence de ce qu'il m'a produit. Alors, un exemple également avec la fiche enseignant. Vous savez, la fameuse fiche qui permet aussi de mieux comprendre comment on va mettre en œuvre les activités qui sont proposées dans la fiche apprenant. Alors, de la même manière, je lui ai demandé tout simplement de rédiger un texte structuré pour la fiche enseignant sur une seule activité. Et là, vous avez, voilà, lui, il a effectivement choisi une formulation neutre avec des verbes à l'infinitif. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais effectivement, si on lit si on analyse en fait sa proposition, ça va être assez peu développé, assez classique, puisqu'effectivement, comme il n'a pas eu de cadre au départ, ni de contraintes, ni de critères, en fait, eh bien, ça va être un peu bancal. Donc, de la même manière, il a ajouté, vous voyez, dans la partie 4, réinvestissement, il a même ajouté quelque chose que je ne lui ai pas demandé, une activité de réinvestissement. Donc, on peut, si on ne veut pas forcément lister des critères et qu'on ne sait pas forcément les formaliser, si vous avez des exemples de fiches enseignants, par exemple, où le style correspond à ce que vous voulez, ou la manière d'expliquer aussi est quelque chose que vous appréciez, vous pouvez aussi lui donner des exemples. Alors attention évidemment aux données que vous communiquez à ces outils. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que Bouchan a été assez clair là-dessus. Mais vous pouvez très bien lui donner en tout cas de bons exemples, des exemples que vous considérez être bons. Et lui va s'inspirer finalement de la manière dont ça a été formulé et du style pour pouvoir l'intégrer. Et donc, vous voyez que là, sur la même commande, on va déjà avoir quelque chose de beaucoup plus développé, plus logique, un peu plus aussi, alors peut-être pas créatif, mais il y aura en tout cas des idées complémentaires intéressantes. Et ensuite, à vous de relire et de faire les ajustements nécessaires.
Alors, je vais essayer encore, enfin, je vais être vraiment très rapide. Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus par rapport au niveau, justement. Et donc, il y avait un exemple intéressant par rapport à l'adaptation de documents authentiques avec l'IA. Parce que je pense, enfin, je sais qu'il y a de nombreux enseignants qui l'utilisent justement pour pouvoir exploiter ces documents et ne pas perdre trop de temps à devoir le simplifier ou l'adapter au niveau des apprenants. Donc, c'est plutôt une bonne chose de faire appel à l'IA. Mais pareil, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc là, vous voyez un article qui est issu d'un site internet authentique. Et puis, de la même manière, je lui ai demandé, dans le cadre de la création d'une séquence, de l'adapter au niveau A1. J'ai fait exprès d'utiliser le niveau A1 parce que c'est vrai que c'est un niveau débutant et donc c'est là où on a le plus de difficultés à adapter un document authentique. Et donc, même en lui précisant le niveau 1 du cadre européen commun de référence pour les langues, si vous voyez la réponse obtenue, c'est un gros travail qui a été fait, mais il y a encore des éléments, si on regarde bien, qui ne vont pas coller avec un niveau A1. Par exemple, et je n'en prends qu'un d'exemple, la phrase il n'a pas besoin d'une personne pour lui dire chaque étape. Et vous constaterez aussi que parfois, il y a des problèmes euh, d'usage de la langue qui ne sont pas forcément pertinentes. Et en l'occurrence, peut-être un outil comme Claude AI sera plus pertinent d'ailleurs sur le style rédactionnel et sur l'exactitude de la langue. Mais là, pour le coup, il y aurait des choses à dire. Donc, pour moi, là, la phrase en l'état, elle est trop complexe encore pour du A1 et discutable aussi sur l'exactitude de la langue. Donc, je vais quand même retenter en lui demandant de vérifier que tous les mots utilisés, les structures grammaticales de sa proposition étaient du niveau A1. Et vous verrez que là, il est quand même en capacité de faire quelques rectificatifs. Vous voyez, on a la liste avec ce que lui considère être du niveau A1 et du niveau A2. Donc, on a séparé le vocabulaire des structures grammaticales. Et à partir de là, il a refait une proposition que lui considère comme étant 100% A1. C'est mieux, mais effectivement, il y a encore des structures qui posent problème. La phrase en question, il n'a pas besoin d'une personne pour lui dire quoi faire à chaque moment, ne relève pas d'un niveau strictement A1, tel qu'on l'entendrait si on regarde les référentiels. Et donc, il y aurait quand même encore un travail à faire de l'enseignant, mais qui serait moindre. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de dire, du coup, on l'utilise pas parce que tout n'est pas parfait. Non. Savoir que ce n'est pas parfait, mais que moi, je suis en capacité d'aller faire les dernières corrections pour que le travail, en tout cas le document, puisse être exploitable dans ma séquence. Alors, sur les niveaux, donc comme je l'indiquais un peu dans les différentes questions du chat, sachez que si vous demandez donc voilà, de créer une activité de niveau A, hein, de créer un document niveau A1, A2, B1, B2, sachez que lui, il exploite en fait une immense base de données et que sur ces questions-là, il va être quand même relativement approximatif. Il ne peut pas se connecter directement et uniquement sur les référentiels officiels du cadre et que il faudrait, et ça existe, hein, il y a évidemment des développeurs qui travaillent là-dessus, il y a des outils qui existent actuellement pour l'apprentissage des langues où on a utilisé GPT et d'autres outils et on les a entraînés spécifiquement pour qu'ils puissent être beaucoup plus justes sur les niveaux du cadre. Mais si vous utilisez en tout cas la version qu'on utilise, enfin voilà, que la plupart des gens utilisent, que ce soit GPT, Claude, etc., vous allez avoir des approximations. Donc, votre travail d'expert en tant qu'enseignant, il reste important parce qu'il va falloir faire évidemment des ajustements. Alors, terminerai un peu cette présentation de module en vous rappelant effectivement que les fiches pédagogiques et des bons exemples, vous allez en trouver donc dans l'espace ressources pédagogiques. Donc, que notre équipe, nos équipes ont analysé les fiches et à partir de critères, on a donné une labellisation. Donc, voilà, de bons exemples, vous en aurez beaucoup et on vous invite vraiment à nous les soumettre, à soumettre votre travail. On sera vraiment ravis de pouvoir les rendre visibles à l'ensemble de la communauté. Voilà, donc j'espère, j'ai tenu mon temps. Je redonne la parole à Julie pour la conclusion et je vous remercie tous pour votre attention.
Merci beaucoup Adeline et Bouchane pour ces deux présentations très très riches, très complètes. On a énormément de questions. Ça montre bien quel intérêt vous avez pour ces sujets. On a essayé de répondre à la plupart des questions directement dans le chat. Je vais pas forcément toutes les reprendre. Peut-être revenir quand même en guise de conclusion sur une des questions qui a été posée, enfin, sauf si Adeline et Bouchan, vous voulez répondre à certaines questions en particulier, hein. Il n'y a pas de souci, je pense on a encore quelques minutes pour ceux qui sont pas pressés. On a quand même cette question un peu centrale sur voilà, quel est le rôle de l'enseignant à l'ère de l'intelligence artificielle? Et puis, Sarah qui nous dit l'intelligence artificielle est orientée, alors il faut faire attention et savoir doser. Et ça, c'est quelque chose, Bouchan, que tu as bien expliqué hein, dans ta présentation, c'est-à-dire que quoi qu'il en soit, et tu pourras peut-être compléter, quoi qu'il en soit, l'enseignant, il reste l'expert de la matière, il reste l'expert de la langue française, il reste l'expert pédagogique. On a vu hein, avec la présentation d'Adeline aussi que le français, en tout cas sur les outils américains, est parfois approximatif. Donc voilà, de toute façon, l'enseignant, il détient, lui, l'expertise de la matière première, qu'elle soit la langue française ou les questions pédagogiques et didactiques. Et puis l'intelligence artificielle, c'est un outil avant tout. C'est pas une fin, c'est un outil, un moyen peut-être de gagner du temps. Et puis un outil aussi de rendre l'enseignement du français plus attractif. Effectivement, là, on travaille avec des publics hein, qui, eux, utilisent plus ou moins l'intelligence artificielle également. Et c'est vrai que ben, nos publics, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils ont aussi des exigences, ou en tout cas, ils ont des attentes sur un enseignement de la langue française qui soit bah, moderne, qui soit attractif. Et c'est vrai que de plus en plus, bah, un enseignant qui utilise des supports qui sont moins voilà, peut-être moins sympa, moins glamour, moins bling-bling, ou en tout cas moins attrayant, et ben, il aura peut-être plus de difficultés à capter l'attention, l'intérêt, la motivation de ses publics. C'est une partie un peu voilà, non palpable de l'enseignement, mais qui est quand même une partie très importante. Et ça n'enlève rien de l'expertise parce qu'on peut avoir un très bel outil et on peut avoir une très belle fiche pédagogique, on peut avoir un très beau PowerPoint, Canva qui a intégré des outils d'intelligence artificielle. Mais si le contenu n'est pas ni correct, ni profond, ni intéressant, bah, on n'aura pas non plus réussi notre mission d'enseignant. Voilà, bon, ça c'est ma petite conclusion personnelle. Si Adeline et Bouchan, vous voulez peut-être compléter sur ce point-là. Avec les micros, du coup. Alors, donc, je vais peut-être répondre à une question. Bah, Julie, tu as dit l'essentiel, hein, on est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit. Il y a une question intéressante où on parle de où est l'IA française. En fait, Ah, sachez qu'il y a Mistral. Donc, Mistral, c'est un outil IA qui a été développé par la France, qui est disponible gratuitement aussi, hein. Donc, on peut expérimenter. Vous tapez Mistral IA sur Google et vous pouvez y accéder. Et deuxièmement, il y a pendant quelques jours un IA, enfin, une IA française qui s'appelle Lucie, qui était accessible en ligne. Mais suite à quelques mésaventures, en fait, voilà, elle a été temporairement stoppée. Mais d'après les dernières informations, elle risque de revenir prochainement. Donc, si jamais, voilà, d'autres outils qui arrivent, on pourra toujours publier, si vous voulez, un billet plus complet dans la partie, voilà, sur IF Prof par rapport à tous les nouveaux outils qui arriveraient prochainement. Voilà, Julie, je te laisse la main. ouais, on a un groupe aussi, alors qui n'est pas forcément hyper actif actuellement, mais sur la plateforme IFProf, je vais peut-être, je vais aller voir si je peux vous montrer. En tout cas, sur la plateforme IFProf, on a un groupe qui s'appelle Enseigner avec le numérique et l'intelligence artificielle.
Donc, que vous pouvez rejoindre et peut-être que justement dans ce groupe, on pourra publier un petit peu des nouveautés et puis peut-être également mettre à disposition le PowerPoint, enfin les supports de présentation qui nous ont été réclamés à corps et à cri dans l'onglet dans l'onglet discussion. C'est vrai que le temps nous est compté. On aimerait bien pouvoir répondre à toutes ces questions. Peut-être qu'il faudrait organiser un autre webinaire dans quelques mois sur le sujet, puisqu'en plus de toute façon, c'est des questions qui avancent très vite. Donc d'ici 6 mois ou un an, il y aura probablement des nouveautés à vous présenter. Sur la question de la fiche pédagogique, peut-être on avait une question pour savoir comment labelliser une fiche pédagogique ou comment demander la labellisation d'une fiche pédagogique. Alors, je vais vous montrer parce que c'est aussi une question très importante. Là, vous voyez mon écran ou pas? Oui. Oui, je ne vois pas les. Bon, alors j'imagine que oui. Alors, déjà, le groupe, là, je suis sur l'espace communauté. Quand vous vous connectez sur la plateforme IFProf, vous avez l'espace communauté qui est en jaune. Et vous avez ici, tout en haut, mes groupes. Voilà, donc je vous montre les groupes. Et donc, dans les groupes, vous avez ce groupe-là, TIS, IA et numérique éducatif, que vous pouvez rejoindre. Vous cliquez dessus et vous avez juste à cliquer là sur rejoindre le groupe. Et en fait, vous allez avoir un onglet de discussion sur lequel vous pouvez proposer des choses, poser des questions, publier des articles et un espace de documents qu'on pourra également alimenter. Voilà, ça c'est pour la partie groupe sur le sujet. Et pour publier une information, alors ça rame un petit peu, pour publier une ressource, vous pouvez aller aussi sur l'onglet. Alors, vous pouvez aller sur l'espace ressources, hein, l'espace ressources pédagogiques. Et tout en bas de cet espace, vous avez la possibilité de partager vos ressources, donc de partager les fiches pédagogiques que vous avez créées avec l'intelligence artificielle et même sans intelligence artificielle, parce que évidemment, il est tout à fait possible et tout à fait OK de continuer à publier des fiches pédagogiques qui n'intègrent pas les outils de l'IA. Intégrer les outils de l'IA, c'est aussi, ça demande aussi un petit peu de temps hein, de se les approprier, même si ça nous en fait gagner par la suite le temps de les prendre en main. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais en tout cas, si vous avez envie de partager sur IFProf des ressources pédagogiques pour la classe, vous avez donc ici un petit formulaire à compléter qu'on a essayé de rendre le plus simple possible. Le titre, les objectifs, la description, voilà. Ensuite, vous avez ici, on vous demande de renseigner donc les publics, le thème. Là, je renseigne un petit peu au hasard. C'est juste pour vous montrer. Donc, ensuite, vous allez à l'étape 2. Hop, voilà. Là, je renseigne rapidement. Mais c'est surtout pour vous amener sur la dernière page. Et en fait, sur la dernière page, vous avez ce petit bouton-là. Je soumets ma ressource à la sélection officielle IFProf. Donc voilà, c'est pour répondre aux personnes qui ont demandé comment on pouvait demander la labellisation des ressources pédagogiques sur IFProf. Et là, je vais conclure, mais peut-être sur un autre sujet. Donc voilà, donc là, vous poussez le bouton et puis vous appuyez sur publier. Et ensuite, votre ressource, elle arrivera au comité éditorial. Voilà, donc IFProf, nous, on fonctionne beaucoup sur, justement sur les contributions des membres. Adeline a parlé de l'importance de partager, de valoriser le travail que vous faites, qui fonctionne bien dans la classe. Elle a parlé également justement de pouvoir partager, échanger avec des collègues. Donc là, c'est l'occasion de le faire également sur cette plateforme. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont absolument indispensables? Non. Enfin, oui, certainement, mais qui feront peut-être l'objet d'une autre session ou alors que vous pouvez reposer dans le groupe. Les deux questions centrales qui ont été posées plusieurs fois. Donc, je rappelle effectivement que ce webinaire est bien enregistré. Il sera mis à disposition
dans l'onglet webinaire sur IF Prof, donc vous pourrez le trouver en replay. On fera une petite publication, donc de toute façon, vous aurez l'information. Et puis, vous allez recevoir une attestation de participation à ce webinaire qui est générée automatiquement. Donc, dès qu'on clôt le webinaire, dans les quelques secondes qui suivent, vous recevrez dans votre messagerie, boîte mail et sur IFProf, votre attestation. Voilà. Merci beaucoup Adeline et Bouchane donc, qui travaillent à nos côtés justement pour vous offrir des modules de formation très complets. On espère que ces présentations et les informations complémentaires vous donnent envie de suivre les modules. Si vous les avez déjà suivis, n'hésitez pas à les recommander à vos collègues qu'ils soient expérimentés ou avec des profils plutôt juniors, c'est vraiment pour tous les enseignants. Et puis, on vous retrouve en principe le 6 mars, c'est bien ça Adeline, pour un prochain webinaire sur une autre thématique. Et vous serez donc invité de la même manière qu'aujourd'hui. Et je le disais donc dans l'onglet de discussion, attention parce que les places partent très très vite. Donc, il faut vraiment, si vous avez envie de suivre le webinaire en direct, il faut vraiment accepter l'invitation tout de suite parce que souvent en 2 jours, on est complet et on est très content parce que ça veut dire que vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre participation et puis bonne continuation et à bientôt sur IF Prof. Merci, au revoir.